Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 1er mai 2023. Déjà le mois de mai. Ça va tellement vite. Je débute cette séance par un sujet très festif, celui de notre 275e anniversaire qui sera célébré cette année. Cet événement fait le pont entre le 250e en 98 et le 300e qui sera célébré en 2048. Et nous profiterons de cette occasion pour faire rayonner les événements marquants des 25 dernières années. Le thème de cet anniversaire est « 275 ans à tisser la trame de notre histoire ». C'est le slogan qui a été élaboré par les membres du comité organisateur du 275e anniversaire pour démontrer la résilience, l'ambition, la fierté et la solidarité des Mascoutaines et des Mascoutains. En effet, Saint-Hyacinthe est une communauté tissée serrée dont les membres se connaissent et se soutiennent. Une signature visuelle a été développée pour souligner cet événement et vous aurez l'occasion d'en prendre connaissance lors de nos différents événements ou via nos outils de communication. D'autres initiatives seront organisées au cours des prochaines semaines pour souligner le 275e anniversaire de notre ville. Des arbres symboliques seront notamment plantés sur le territoire de la ville et identifiés à l'effigie du 275e anniversaire. Vous pourrez les admirer sur les terrains des corporations de loisirs de quartier ainsi que dans nos différents parcs municipaux. De plus, en collaboration avec le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, nous publierons en septembre prochain un cahier spécial relatant les faits marquants de ces 25 dernières années. Ce sera également l'occasion pour la Porte des anciens maires de subir une cure de rajeunissement alors que nous procéderons à sa restauration plus tard cette année. Pour plus d'informations sur le 275e, je vous invite à visiter notre site Internet. J'aimerais prendre un moment pour revenir sur une information que j'ai partagée jeudi dernier lors d'un événement annuel organisé par la Chambre de commerce. J'ai notamment parlé de notre longue route vers la carboneutralité et des atouts exceptionnels de Saint-Hyacinthe pour nous démarquer. La carboneutralité est un terme qu'on entend de plus en plus. Il signifie qu'il ne faut pas émettre de gaz à effet de serre ou qu'il faut compenser nos émissions par des mesures comme la plantation d'arbres ou l'utilisation de technologies vertes. Pour avoir une idée de notre situation à Saint-Hyacinthe, nous avons confié à une firme d'ingénierie le mandat d'évaluer notre bilan carbone. Dans le milieu municipal, la plupart des municipalités visent la carboneutralité en 2050. Alors, qu'en est-il de la ville de Saint-Hyacinthe? Le bilan de carbone réalisé par la firme Tetra Tech montre que nous produisons comme ville 10 968 tonnes équivalent de CO2 dans le cadre de nos activités municipales. Ces activités sont liées notamment au traitement des eaux usées, au chauffage et à l'électricité, au carburant pour les véhicules. En contrepartie, avec notre filière de biométhanisation, nous valorisons des résidus pour en faire du gaz naturel renouvelable qui est ensuite vendu à Énergir. Ces activités nous permettent techniquement de réduire de 13 655 tonnes équivalent de CO2. Ce sont des gaz à effet de serre qui ne sont pas directement rejetés dans l'environnement, puisque nous offrons une alternative plus propre, un gaz naturel renouvelable, fait à partir de la valorisation de matières organiques, au lieu d'utiliser du gaz fossile provenant d'une source beaucoup plus polluante. Les gens qui sont bons en calcul mental vont probablement en arriver à la conclusion que Saint-Hyacinthe est déjà carboneutre et même carbonégative dans la mesure où les économies de GES découlant de notre filière de biométhanisation
sont plus importantes que les GES provenant de nos activités municipales directes. Ce serait très vendeur et flatteur pour l'image de la Ville, mais ce serait un raccourci scientifique qui omet plusieurs enjeux de cette réalité complexe. Et on risquerait d'être accusé d'éco-blanchiment. Dans le cas de notre bilan carbone, pour effectuer un bilan vraiment exhaustif de nos émissions de gaz à effet de serre, il faudrait inclure dans l'équation les émissions qui sont générées par les fournisseurs de produits qu'acquiert la Ville. Il faudrait de plus inclure les déplacements des employés pour se rendre au travail en amont et ceux qui découlent en aval des activités municipales, par exemple, pour disposer des équipements en fin de vie, et ce, pour chaque item acheté et utilisé par la Ville. Vous l'aurez compris, cela représente un sacré défi de compilation de données. Bref, compiler les émissions directes, c'est une chose, mais les indirectes, ce n'est pas évident. Je crois d'ailleurs qu'aucune ville québécoise n'ait encore réalisé cet exercice au complet. Chose certaine, les résultats de notre premier bilan nous placent déjà en position de grands leaders de la carboneutralité au Québec. Et nous pouvons fièrement affirmer que nous contribuons activement à décarboniser le Québec grâce à notre filière de biométhanisation. En effet, il faut considérer que ceux qui utilisent le gaz renouvelable que nous produisons ont eux aussi un bilan carbone amélioré. Montréal et plusieurs grandes villes québécoises visent la carboneutralité en 2050. Eh bien, Saint-Hyacinthe est assurément précurseur en cette matière. Et nous allons poursuivre nos efforts en ce sens. Évidemment, la meilleure manière de réduire notre production de gaz à effet de serre, c'est d'en limiter la consommation à la source. Et c'est aussi un chantier sur lequel on travaille notamment lors de travaux de rénovation de bâtiments municipaux. Dans un tout autre ordre d'idées, lors de la séance publique de ce soir, nous allons apporter des modifications à notre politique d'approvisionnement. L'objectif de ces changements est d'optimiser nos processus contractuels et administratifs. On veut ainsi simplifier certains processus et diminuer le nombre d'opérations requises pour conclure certaines transactions et contrats. En même temps, ces changements vont nous permettre de resserrer nos règles de contrôle et de suivi budgétaire, puisque nous avons standardisé nos pratiques avec des formulaires et des outils de suivi et de reddition de comptes revus et corrigés. On arrime ainsi nos pratiques d'approvisionnement avec celles qu'on retrouve dans les autres villes de taille comparable. Concrètement, ces changements vont rehausser le seuil délégué excusez, je vais recommencer parce que c'est pas clair. Concrètement, ces changements vont rehausser le seuil délégué de pouvoir applicable à la direction générale pour les contrats de services professionnels qui étaient beaucoup plus bas dans notre organisation par rapport aux villes équivalentes. Nous allons aussi lever l'obligation de procéder par appel d'offres sur invitation pour les contrats de 50 000 à 121 200 afin de remplacer par un processus de demande de prix qui est beaucoup plus simple à préparer pour les fournisseurs, tout en étant très bien encadré par notre équipe de l'approvisionnement. L'objectif est donc de simplifier le processus pour les fournisseurs qui n'auront plus à confectionner de costauds cahiers de qualification. Nous voulons ainsi améliorer la concurrence et encourager de plus petits fournisseurs locaux à participer. Actuellement, nos processus sont jugés par plusieurs fournisseurs comme étant trop lourds, trop complexes. Plusieurs refusent tout simplement de remplir la paperasse. Il arrive de plus en plus souvent que nous recevions qu'une seule proposition, ce qui nuit assurément à la quête du juste prix. Parmi les autres changements importants qui seront adoptés ce soir à notre politique d'approvisionnement, nous allons aussi adopter une modification à notre clause de préférence locale. Cela va nous permettre d'octroyer un contrat de gré à gré à un fournisseur local qui n'a pas nécessairement fourni le prix le plus bas, à condition qu'à qualité au moins équivalente, son offre n'excède pas 10 % de plus que le meilleur prix fourni par un fournisseur extérieur à la municipalité. Dans les prochaines semaines, tous les employés de la Ville concernés participeront d'ailleurs à des formations pour se familiariser
avec cette politique d'approvisionnement revisée et pour s'assurer que les règles sont bien comprises et appliquées dans notre municipalité. Passons maintenant à un sujet printanier. Le service des travaux publics de la Ville procédera dans les prochaines semaines à la plantation d'arbres dans l'emprise municipale située devant certaines propriétés résidentielles de la Ville. L'endroit sera défini en fonction des services publics tels que l'entrée d'eau et les lampadaires, ainsi que l'aménagement de la propriété. Puisque l'emprise municipale appartient à la Ville et que nous souhaitons augmenter les espaces ombragés sur le territoire et contribuer à la diminution du gaz à effet de serre, cette plantation sera effectuée en fonction de l'intérêt collectif de verdissement de nos quartiers. Les propriétaires à proximité de ces emprises municipales ne pourront pas s'opposer à la plantation. Ils pourront suggérer un positionnement dans l'emprise qui sera évalué par nos équipes en fonction des contraintes présentes sur les différents sites de plantation. Ce geste s'inscrit dans la politique de l'arbre ainsi que dans notre plan de développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe. Toujours en lien avec les arbres, je rappelle à ceux qui ont acheté un arbre dans le cadre de notre campagne municipale de ne pas oublier de venir le récupérer le samedi 13 mai prochain au stade Louis-Philippe Gaucher entre 7h et 13h. L'été est officiellement à nos portes et vous serez nombreux à vouloir ouvrir vos piscines résidentielles prochainement. Je profite donc de ce moment de l'année pour rappeler aux propriétaires de piscines leurs obligations de conformité telles qu'énoncées dans le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Ce règlement a été émis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et il s'applique à tous les propriétaires de piscines. Depuis mai 2021, la réglementation a été modifiée afin d'y assujettir l'ensemble des piscines résidentielles et d'obliger les propriétaires de piscines construites avant cette date à s'y conformer au plus tard le 30 septembre 2025. Cette modification implique, entre autres, que toute piscine, peu importe sa date d'installation, devra être ceinturée d'une enceinte conforme au règlement. Le 30 septembre 2025 est encore loin, mais un incident est si vite arrivé. Si vous êtes en mesure de vous y conformer dès cette année, je vous encourage fortement à le faire. Il est important de bien vous informer. Pour connaître les autres ajouts ainsi que l'ensemble des règles applicables, nous vous invitons à consulter un résumé des normes du règlement à l'adresse suivante: québec.ca/piscine avec un S résidentiel. Pour toute question relative à l'interprétation du règlement ou pour obtenir un permis afin d'apporter une modification à la piscine ou aux mesures de protection, nous vous invitons à communiquer avec un inspecteur municipal au service de l'urbanisme et de l'environnement au 450-778-8300, le poste 8321. Je vous rappelle également que la première collecte de gros rebuts débutera dans la semaine du 8 au 12 mai et elle aura lieu la même journée que la collecte de résidus domestiques dans votre secteur. L'écocentre est maintenant ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 8h30 à 16h30 au 1880 rue Brouillette. À cette période-ci de l'année, plusieurs citoyens jardinent et songent à se procurer un baril pour la récupération de l'eau de pluie. La Ville offre toujours son programme d'encouragement à la récupération de l'eau. La subvention couvre 50% du coût de l'achat pour un maximum de 100 $ applicable à votre achat. Toute l'information est disponible sur notre site Internet dans la section « Environnement ». Maintenant, je dois vous informer que la Ville de Saint-Hyacinthe a été malheureusement victime d'actes de vandalisme ou de vol dans plusieurs parcs municipaux au cours des derniers jours. On me rapporte même que c'est un enjeu de plus en plus observé sur notre territoire. La Ville de Saint-Hyacinthe souhaite rappeler aux citoyens et citoyennes que tout geste de vandalisme sont un manque de civisme et qu'il entraîne des coûts supplémentaires pour l'administration municipale et par le fait même pour les citoyens et les citoyennes. Il se pourrait même que certains parcs ne soient pas en mesure d'ouvrir le 15 mai prochain en raison de ces actes odieux.
Si vous êtes témoin d'une situation, nous vous invitons à contacter le système de gestion des requêtes de la Ville de Saint-Hyacinthe au 450-778-1000 ou la Sûreté du Québec au 310-41-41. Sur une note plus joyeuse, le Cercle des ambassadeurs de Saint-Hyacinthe-Technopole a tenu le 26 avril dernier au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe la 3e édition de son activité reconnaissance qui vise à souligner la contribution des ambassadeurs au développement du tourisme d'affaires pour la région. Nos collègues, Mesdames Chantal Frigon, directrice générale, et Marie-Claude Lapointe, directrice du service des loisirs, ainsi que M. Michel Robidoux, ancien directeur du service des loisirs, ont remporté le prix de l'ambassadeur de l'année 2022. Ce prix récompense les initiateurs d'événements ayant généré le plus de dépenses directes dans la MRC des Mascoutins. Il s'agit de la conférence annuelle du loisir municipal qui s'est tenue en octobre 2022. Je profite de l'occasion pour inviter la communauté d'affaires mascoutaine à être proactive et à organiser des événements majeurs dans notre belle région afin de stimuler l'économie locale. Parlant d'événements majeurs au cours des derniers jours, la Ville a eu la chance d'accueillir le championnat canadien de hockey M18-3A au stade LP Gaucher. Quel plaisir de voir autant de jeunes passionnés et talentueux réunis dans un même endroit, dans un bel esprit de camaraderie et de solidarité sportive. C'est un événement qu'on attendait avec impatience depuis très longtemps parce qu'il a été déplacé à quelques reprises en raison de la pandémie. Au départ, ça devait avoir lieu en mars 2020. Et vous savez ce qui est arrivé. Je tiens à remercier l'ensemble du comité organisateur des employés municipaux. Je tiens à remercier l'ensemble du comité organisateur, plus spécifiquement M. Jean Bédard, qui était le président du comité organisateur, M. Jean-Claude Ladouceur, qui était le directeur de tout ça, et M. Gervais, qui était le président d'honneur. Je m'excuse pour j'ai oublié son nom. Bruno Gervais, merci pour votre aide. C'était pas dans mon texte, mais je l'ai ajouté, puis j'ai oublié son nom. M. Bruno Gervais, le président d'honneur, qui était présent toute la semaine avec nous sur place, que ça a été une très, très belle réussite. Je tiens aussi à remercier nos employés municipaux, ainsi que les nombreux bénévoles sans qui l'événement n'aurait pas été un tel succès. Enfin, félicitations à nos Gaulois qui ont offert une semaine riche en émotions à toute la communauté mascoutaine. L'issue de ce tournoi ne s'est pas terminée de la manière qu'on espérait, mais nous sommes tous derrière et très fiers de leur performance. Bravo à nos Gaulois. Du côté des communications, la Ville fera paraître cette semaine le 2e numéro annuel du bulletin au rythme de Saint-Hyacinthe. Cette édition sera disponible en ligne sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux. Au cours des prochains jours, une version papier du bulletin sera aussi offerte dans différents lieux municipaux. Du côté du service incendie, à partir d'aujourd'hui, les pompiers de la Ville de Saint-Hyacinthe débuteront leur tournée d'inspection des résidences des secteurs Sainte-Rosalie, Saint-Amand-d'Aquin et Saint-Sacrement. Ce programme de visite s'étendra du mois de mai jusqu'au mois d'octobre prochain. Au préalable, le service de sécurité incendie recommande aux citoyens de vérifier leur avertisseur de fumée. De cette façon, si un avertisseur est non fonctionnel, il pourra être corrigé immédiatement, ce qui évitera l'émission d'un avis d'anomalie. Nouveauté cette année, les pompiers profiteront de l'occasion pour sensibiliser les citoyens à l'importance de l'inscription au système d'alerte municipale. Ces alertes vous informent de travaux majeurs dans votre secteur, des offres d'emploi de la Ville et surtout des mesures d'urgence comme les avis d'ébullition et les évacuations. Les pompiers effectueront leur visite à l'aide d'une tablette afin de recueillir les coordonnées de celles et ceux qui souhaitent s'inscrire aux alertes. Bien que cette inscription soit volontaire, je recommande vivement à tous d'y adhérer. En effet, nous vivons de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes dans les années à venir, nous vivrons, et en raison des changements climatiques. C'était pas très clair, mon affaire, je vais reprendre, c'est pareil. En effet, nous vivrons de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes dans les années à venir en raison des changements climatiques.
Et nous ne sommes jamais à l'abri d'un incident industriel ou ferroviaire pouvant causer des conséquences graves. Pour faciliter nos communications en cas de mesure d'urgence, l'adhésion au plus grand nombre est donc d'importance cruciale. Du côté des ressources humaines, la Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Sophie Allard au poste de directrice des ressources humaines et de M. Didier Godot à titre de directeur des technologies de l'information. Mme Allard a complété un baccalauréat en droit ainsi qu'un certificat en relations industrielles. Elle possède près de 20 années d'expérience en ressources humaines, dont 12 années dans des postes de gestion d'équipe et 5 années dans le milieu municipal. Le comité de sélection a été unanime pour recommander l'embauche de Mme Allard, qui possède une expérience professionnelle impressionnante, une volonté de travailler en équipe ainsi qu'un leadership positif. Quant à M. Didier Godot, il cumule plus de 25 ans d'expérience en informatique, en télécommunications et technologies de l'information, et ce, dans divers milieux, dont la santé, l'éducation et le transport. M. Godot terminera sous peu une formation de 2e cycle en sécurité informatique. Il détient également 2 certificats en gestion de projet et en gestion des organisations. Nous avons vite remarqué la passion qu'habite M. Godot pour son domaine. De plus, son expertise variée et sa polyvalence seront assurément des atouts utiles pour réaliser les différents projets de la Direction des technologies de l'information. Bienvenue à ces deux nouveaux joueurs dans l'équipe de la direction de la Ville de Saint-Hyacinthe. Enfin, je réitère l'appel à tous les jeunes qui se cherchent un emploi estival. La Ville de Saint-Hyacinthe est toujours à la recherche d'accompagnateurs en camp de jour. Pour un salaire compétitif et un milieu de travail dynamique, ne perdez plus une seconde et postulez à sainthyacinthe.ca/job, grâce à un formulaire en ligne facile à utiliser. Je voulais juste ajouter un petit mot. Je voudrais féliciter aussi l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe pour le concert Eau qui a eu lieu samedi passé, le 29 avril, au Centre des Arts Juliette-Lassonde. Je n'étais pas présent, mais je connais des personnes qui étaient là et ça a été un superbe concert que je voulais les féliciter pour cette organisation-là. Nous en sommes maintenant rendus à la période d'information des citoyens. Pour cette période, les citoyens doivent se présenter en séance publique. Nous allons donc prendre les questions des citoyens qui se sont présentés ici ce soir. Bonjour, Jean-François Bérubé, j'habite ce merveilleux édifice patrimonial qu'on appelle le Grand Château. J'ai sauté de ma chaise en lisant la dernière édition du Courrier sous la plume de Sarah-Ève Charlat, un article intitulé « Un promoteur multiplie les acquisitions, razzia sur le centre-ville ». Vous comprenez que moi, je n'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu il y a 5 ans, quand, sous votre prédécesseur, M. Corbeil, j'ai été expulsé de mon logement puisqu'on voulait faire un stationnement. Alors, ma question, c'est, est-ce que, étant donné que j'habite justement un édifice patrimonial, je cours moins de risques de revivre ce que j'ai vécu il y a 5 ans sur la rue Saint-Simon? Exactement. C'est sûr que si votre édifice est patrimonial, le fait de vouloir la démolir, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est même pratiquement impossible, à mon avis. Ce que je vous dis, ce que je pense présentement. C'est sûr et certain que dans le centre-ville, on va vivre de la requalification au cours des prochaines années. Il y a de la densification qui s'en vient au centre-ville parce qu'on a besoin d'ajouter des logements au centre-ville. On souhaite toujours qu'il y ait une mixité des clientèles. Ça n'a pas changé. On va avoir du logement abordable dans les futurs projets. On travaille déjà à mettre un cadre pour les projets, encadrer les projets futurs pour voir ce qu'on peut faire pour emmener les promoteurs à les obliger de construire du logement abordable dans leurs futurs projets. On n'oubliera pas les gens du centre-ville, M. Bérubé, je vous garantis. Vous croyez à ça, vous, en 2023, du logement abordable? Bien, on y croit, puis on y travaille depuis plusieurs années. On a acquis des édifices au centre-ville. Ça coûte cher construire un bloc appartement là, de nos jours. Je suis d'accord avec vous. C'est sûr que ça dépend c'est quoi votre abordabilité à vous, là, mais on va y aller avec l'abordabilité selon la moyenne des logements au centre-ville. Parce qu'il n'y aura pas d'HLM là-dedans. Là. Le monsieur, il achète 37 propriétés. Non, lui, dans le fond, un propriétaire privé ne peut pas faire de HLM, il peut faire du logement abordable.
Les logements d'HLM, c'est l'Office municipal d'habitation de Saint-Hyacinthe et Acton Oui. qui en construit des logements. Les autres, ils n'en font pas beaucoup d'acquisitions, je trouve. Bien, on en a fait beaucoup avec Habitation Masca dans les dernières années. On a plus de 50 portes que l'Habitation Masca gère actuellement. On en a fait beaucoup. On essaie de sauver des endroits justement en les achetant, en les faisant gérer par Habitation Masca. On travaille fort pour préserver le plus possible de logements abordables au centre-ville. Puis on va encadrer les futurs projets qui vont se faire au centre-ville de la meilleure façon possible. Là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une passe légale là, que ce promoteur-là pourrait faire pour accueillir des édifices patrimoniaux? Là? Bien, aujourd'hui, à ce que je sache, il n'y en a pas. Peut-être M. Bousquet a de l'air à vouloir répondre à ça. Peut-être M. Mais actuellement, il existe un règlement, M. le maire, c'est un règlement même provincial là, qui encadre les démolitions d'édifices patrimoniaux. Sur notre territoire, on a modifié notre règlement de démolition il n'y a pas longtemps, M. Bérubé, pour le rendre encore plus sévère et le rendre conforme aussi aux orientations du règlement provincial. Donc, maintenant, quand un promoteur acquiert un immeuble et souhaite le démolir, la MRC doit se prononcer sur la démolition et dans la période de transition, même, c'est le ministère de la Culture qui doit également, ou le ministère des Affaires municipales, là, je ne me souviens plus lequel, mais qui, lui, doit se prononcer aussi sur la démolition d'un immeuble qui a été construit avant l'année 1940. Donc, le règlement pour la démolition d'immeubles patrimoniaux est beaucoup plus sévère que celui qui existait il y a 2 ans. Lorsque l'inventaire des immeubles patrimoniaux, puis je pense que, à mon avis, le Grand Château fait partie de ces immeubles patrimoniaux au centre-ville, quand cet inventaire-là va être réalisé, bien, vous saurez que votre immeuble fait partie d'un inventaire et est protégé par le nouveau règlement qui est beaucoup plus sévère. Donc, ce n'est pas la Ville qui devra se prononcer sur la démolition, mais la MRC, c'est encore plus large, là. Puis, c'est pas juste les personnes qui sont interpellées qui devront prendre la décision, interpellées directement. Là, comme nous, à l'époque, c'était le conseil municipal qui était directement interpellé. Mais là, il y a d'autres personnes, ça va être plus large. Donc, la décision va se prendre par un comité qui est beaucoup plus large qu'uniquement celui de la Ville. Donc, ça va rendre les choses beaucoup plus complexes lorsqu'un promoteur voudra démolir et il devra avoir des raisons sérieuses pour le faire. Dans votre cas, le Grand Château, c'est un immeuble qui est très fonctionnel, qui est en bon état. Donc, on est très bien là. Je ne vois pas de raison. Justement, je ne veux pas me faire... je ne vois pas de raison, M. Bérubé, ça peut vous rassurer, qui justifierait une démolition de cet immeuble-là. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Bérubé. Ça complète notre période de questions. On en serait rendu à la période d'information des membres du Conseil. Je vais débuter avec M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Je tiens à souligner le 2 mai, la Journée nationale du sport et de l'activité physique qui aura lieu demain. Les bienfaits de l'activité physique sont nombreux, là, tant au niveau psychologique que physique. Ça réduit les cancers, le taux d'obésité, puis plus les gens sont en forme, plus ils vont vivre longtemps, puis on espère garder nos citoyens le plus longtemps possible. Pour cette journée, je propose aux Mascoutins de participer aux activités dans nos infrastructures, puis de profiter du soleil qu'on espère qu'il va ressortir, parce qu'avec les dernières journées de pluie, ça n'a pas été évident. Finalement, petit point, je voulais parler dans notre journée, pas dans notre journée, mais dans les orientations et priorités du Conseil. On a parlé, comme deuxième point, on avait de planifier la mobilité de demain en misant sur une approche intégrée qui valorise le transport actif, l'intermodalité et l'accessibilité du transport en commun. Bien, ça, c'est un bel objectif qu'on a et qu'on est en train de réaliser. On va le voir dans les prochaines résolutions, là. On crée un département de mobilité durable, active et durable, qui va amener à avoir une vision globale de notre secteur pour, enfin, augmenter les pistes cyclables, augmenter le transport à pied, mettre les citoyens mascoutins de plus en plus efficaces pour éviter d'avoir la cohue là, avec toutes les voitures, puis trouver des solutions pour avoir un transport actif, efficace dans notre secteur. Puis, on a 2 grands projets que ce comité-là va mettre en place, cette division-là va mettre en place, soit la planification d'un plan de mobilité durable, ainsi que, comme je disais, c'est pour avoir la vision globale. Mais la deuxième chose, là, on va réaliser des infrastructures cette année, là, ça s'en vient très rapidement. On a parlé au dernier conseil municipal, on a parlé de
du sentier cyclable sur l'avenue des Golfeurs qui s'en vient et sur le boulevard Laurier, là, dans le secteur de mon voisin, M. Thériault, là, où Laurier, jusqu'à la rue Jolibois, ça va être un super beau sentier cyclable. Ça va encourager les gens à se déplacer en vélo, à pied ou en joguant pour être plus actifs. Puis ça va en lien aussi avec la journée de l'activité physique. Là, tous ces gens-là vont être plus actifs et plus heureux. C'était tout pour moi ce soir, M. le maire. Merci, M. Huard. M. Coulombe. Vous n'avez rien ce soir. M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, pour emprunter le même sentier que mon collègue de Douville, alors, il est très important de se déplacer par nos propres moyens, favoriser la marche, le vélo ou toute activité physique. Alors, puis j'ai remarqué, M. le maire, là, que depuis quelques années, là, il y a beaucoup plus de personnes qui prennent leur marche, surtout après le souper. Parce que je fais de même, puis on rencontre plein de gens, puis on voit que les gens sont un peu plus mobiles. Donc, moi, j'aimerais proposer aux gens de s'inscrire au défi Gérard Côté, qui aura lieu dimanche le 14 mai. Et puis, on n'est pas obligé d'y courir. On peut aussi y marcher. Il est possible de s'inscrire pour un 2 ou un 5 km qui va, je l'espère, sous le soleil, revigorer les genoux puis les chevilles, peut-être un peu plus vieilles, puis dégourdir les plus jeunes. Alors, dimanche le 14 mai, il faut s'inscrire pour le défi Gérard Côté. On peut courir jusqu'à 15 km et marcher 2 et 5 km. Merci, M. Thériault. Madame Bédard. Oui, merci, M. le maire. Bien, je voudrais remercier personnellement les Gaulois. Ce fut une semaine extraordinaire à l'Aréna LP Gaucher de voir autant de monde derrière eux. Jusqu'à hier soir, on y croyait vraiment. Donc, félicitations. C'est pas ce qu'on pensait. On voulait vraiment qu'ils gagnent, mais ils ont tout donné. Ce fut une semaine en famille. Là, j'y étais avec mon conjoint et mon garçon. Donc, ce fut une belle semaine. Puis merci aux bénévoles. Ça s'est super bien passé. Tout le monde était présent. L'aréna propre. Vraiment, chapeau vraiment à l'organisation. Là. Ce fut une belle semaine. On ne revivra sûrement jamais ça. Là. Donc, ce fut une belle semaine. Dernier point, M. le maire. Hier, c'était le lancement des activités du mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Vous étiez là pour marcher les kilomètres de l'espoir. C'était la première activité hier. Ça fait une belle marche. Il n'y a pas plu. On était plusieurs à être pour cette cause qui nous tient à cœur. Donc, c'est tout le mois de mai. Donc, il y a plusieurs activités. On peut même aussi, là, il y a des articles promotionnels pour ceux qui veulent faire un don à la sclérose en plaques. Donc, juste se rendre là, sur le site de la sclérosenplaques.org. Vous allez voir les activités, les articles promotionnels. C'était tout. Merci, M. le maire. Merci, Mme Bédard. M. Côté. Oui, merci, M. le maire. Juste un mot. Comme à chaque année, à cette période-ci, je m'adresse à la population, surtout ceux et celles qui empruntent les routes rurales. La période des semis va débuter, a commencé d'ailleurs il y a 2 semaines pour certains semis. Là, maintenant, avec la pluie, OK, c'est un peu retardé, mais d'ici une couple de semaines, il va y avoir beaucoup d'activités dans nos campagnes. Alors, encore une fois, la vigilance est de rigueur. Il y a quand même aussi la responsabilité des producteurs et des productrices agricoles de bien identifier leurs machines. On sait qu'on connaît maintenant la dimension de certains appareils qu'il faut traîner, pousser, ou en tout cas, peu importe là, la manière qu'on s'en sert. Et puis, des fois aussi, parfois, il peut y avoir un peu de résidus de terre qui traînent, ou qui, surtout à la sortie des champs. Ça aussi, c'est la responsabilité des producteurs qui, dans la plupart des cas, le font correctement. Ils vont récurer avec un pelle à tracteur. Mais il reste une chose que, selon la saison, comment ça se déroule, les gens travaillent très tard, les producteurs. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a l'obligation de bien s'identifier, gyrophare, lumière clignotante sur les appareils, mais aussi pour les conducteurs et conductrices, la patience et de rigueur, surtout dans les dépassements. Alors, encore une fois, il va y avoir des pictogrammes que l'UPA va mettre sur le bord des routes.
encore une fois, incitant à la prudence. Alors, je ne voudrais pas être comme un vieux radoteux, mais bon, je pense que c'est nécessaire de le rappeler. Le vieux, il est toujours là, mais le radoteux, j'espère que non. Merci. Merci, M. Côté, c'est important. La prudence est toujours importante sur nos routes. Madame Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, comme vous savez, j'ai été bénévole. Je pense que je manque un peu de voix ce soir pour le tournoi M18 et je suis fière d'amener le chandail qui a été apposé à l'Aréna LP Gaucher. Alors, je voudrais remercier chaleureusement nos Gaulois de Saint-Hyacinthe pour lui féliciter de leur performance. Ils ont joué 7 jours et 7 matchs. Alors, c'est exceptionnel pour des jeunes. On ne demande même pas ça à nos lignes nationales et autres de jouer autant. Alors, ce fut frémissant, extraordinaire. Alors, je voudrais féliciter tous les bénévoles, vous, Monsieur le maire, à tous les conseillers. On a reçu, j'ai rencontré le président de Hockey Canada qui nous remercie d'avoir été présent lundi dernier pour notre présence pour le lancement. Et je voudrais aussi remercier, vous l'avez mentionné, mais j'ai vraiment parlé avec les techniciens, ceux qui s'occupent de la réseautique de notre ville de Saint-Hyacinthe et la collaboration de M. Serge Faneuf qui était bénévole, mais toute l'implication de réseautique qu'on peut avoir eue lors de ce tournoi-là, c'est incroyable. Alors, merci à nos employés. Merci aux employés de l'Aréna, à tous les bénévoles. Je salue Linda, je salue beaucoup de gens. Et l'investissement qu'on fait à LP Gaucher, ça vient juste confirmer encore plus qu'on va en avoir peut-être d'autres tournois ainsi importants dans la ville de Saint-Hyacinthe et des retombées économiques. Alors, merci à l'organisation, merci à tous, puis fièrement, soyons fiers de notre tournoi M18. Je vais rajouter à ça, Mme Pelletier, c'est que les membres du comité organisateur étaient vraiment heureux de voir que tous les membres du conseil étaient présents lundi dernier à 19h pour le match d'ouverture des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Ils nous l'ont mentionné à plusieurs reprises. Et l'autre chose, au niveau des technologies de l'information, c'est que le match était diffusé en direct sur RDS au Québec, mais sur TSN dans tout le Canada. Et c'était un gros défi à tout mettre ça en œuvre. Et nos gens des technologies de l'information ont collaboré avec toute l'organisation de ces réseaux québécois et canadiens. Ça a été une très, très grande réussite. Merci pour votre commentaire. Ça a été très apprécié. Monsieur Bousquet. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Le citoyen ici présent ce soir nous a partagé tantôt ses inquiétudes au sujet du logement abordable et social. Et j'aimerais lui mentionner également à l'ensemble des citoyens de notre ville que ces inquiétudes sont aussi partagées par le conseil municipal. On en a justement parlé ce soir dans notre réunion préparatoire. Il y a des actions qui devront être prises pour être capables de bonifier et le développement du logement social et abordable sur notre territoire. Et j'aimerais en profiter rapidement pour mentionner ce qui a déjà été fait par la Ville de Saint-Hyacinthe, par l'Office d'habitation et par les habitations MASCA au cours des dernières années, parce qu'il y en a eu des actions et malheureusement, parfois, on les oublie. Donc, pour les actions qui ont déjà été concrétisées, je voudrais mentionner, M. le maire, qu'il y a 3 projets Axélogie au cours des 10 dernières années qui ont été construits et qui ont ajouté sur notre territoire une centaine d'unités de logements sociaux. Je pense au projet de la rue Moreau, au projet de la rue Papineau, au projet de la rue Concorde qui a ouvert ses portes il n'y a pas si longtemps. Donc, ça représente 100 unités. À l'heure actuelle, il y a l'organisme sans but lucratif, les habitations MASCA, qui travaille très fort pour ajouter 56 unités sur notre territoire. Il y en a déjà 11 qui ont été acquises et qui sont occupées. Il y a le projet du 1621 Giroir à côté de la banque CIBC là, qui devrait se terminer très bientôt et qui va accueillir ses premiers locataires, ses 21 logements. Et on a le projet aussi du 1400 Saint-Antoine. L'immeuble est prêt à être réaménagé pour ajouter 23 logements. Ça, c'est des logements qui seront à la fois sociaux et aussi abordables, gérés par un organisme communautaire. Et en plus de ça, on a 2 projets plus importants qui sont en préparation. Le projet de la bibliothèque Théa Saint-Germain pour ajouter environ 80 logements
sociaux abordables, dont une grande partie seront dédiées aux familles. Il y a aussi le projet Interloge, j'espère qu'il va se réaliser, mais qui prévoit ajouter entre 60 et 80 unités de logements sociaux et abordables au centre-ville. Ça aussi, c'est un projet qui va être la propriété d'un organisme sans but lucratif. Puis moi, je crois beaucoup à ce modèle-là, parce que lorsque c'est un organisme sans but lucratif qui est propriétaire de l'immeuble, ou qui fait des acquisitions, mais c'est dans sa mission de protéger le caractère abordable du logement. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Il se fait des actions à Saint-Hyacinthe. On va ajouter dans les prochaines années près de 200 unités de logement. Puis en plus, le conseil municipal, dans son plan de développement durable, s'est engagé à en ajouter 125 logements d'ici 2025. Donc, il y a vraiment un soutien du conseil municipal pour le développement de l'habitation abordable sur notre territoire, puis on va continuer dans cette direction-là. Alors, soyez rassurés, il y a des choses qui se font à Saint-Hyacinthe pour aider tout le monde à être bien logé. Et pour terminer, M. le maire, c'est très simple, j'aimerais vous remercier de m'avoir accompagné dans mon quartier, le beau quartier Sacré-Cœur, lors de la dernière corvée de nettoyage qui a été organisée par la ville de Saint-Hyacinthe. On a fait un grand ménage de nos parcs dans le quartier, mais j'aimerais aussi souligner qu'il y a près d'une 60aine d'employés municipaux qui ont pris quelques heures de leur temps bénévolement, un vendredi après-midi, il faisait un beau soleil, pour ramasser des déchets dans les différents quartiers de notre ville. Puis c'est un petit geste qui est très simple à organiser, mais au final, c'est plus de 20 grands sacs de poubelles qui ont été rapportés et des déchets qui ont été retirés de notre environnement. Donc, bravo à tous ceux qui se sont impliqués dans cette belle activité. Bravo surtout aux organisateurs. Ça a été très plaisant. Et j'invite aussi tous nos citoyens à faire leur part et à continuer à embellir notre ville. Merci, M. Bousquet. M. Harpin. Vous êtes comme les joueurs des Gaulois. On ne sait pas où le puck va aller. Il faut le pogner rapidement. Bien, moi, M. le maire, ça va être faire suite au dernier conseil quand Mme Sonia Chénier et M. Pierre Renard sont venus déposer la lettre d'appui pour la protection du boisé Castelnau. C'était au nom du Comité des citoyennes de la protection de l'environnement, avec l'appui du Club Enviro du Cégep, des étudiants, et le syndicat des professeurs. Bien, je dirais à Mme Chénier et à M. Renard de continuer leur implication. C'est important. C'est important que les citoyens s'impliquent. C'est des lignes directrices pour nous autres de savoir justement où aller. Je tiens à les rassurer. J'ai bien entendu le message. J'ai lu le document, très intéressant. Et comme vous l'avez si bien mentionné en mon absence, depuis que j'ai été élu, c'est un dossier qui me tient à cœur, un peu le bâton du pèlerin. On avance tranquillement. Donc, je les rassure, je travaille dans ce sens-là. Et je les rassure aussi que le conseil a une oreille très réceptive. Il ne faut quand même pas oublier que le terrain appartient à un propriétaire, que ça fait 30 ans qu'il a le terrain, il y a certains droits. Monsieur Renard demandait de rencontrer le directeur de l'urbanisme en ma présence. J'ai parlé à M. Renard la semaine passée, il en était très heureux. Nous allons nous rencontrer dans les prochaines semaines, mais qu'il ait fini ses semis, comme M. Côté, ces choses-là. On va se rencontrer ensemble. On va faire le tour du dossier. C'est un dossier qui chemine bien au niveau des comités citoyens, citoyennes, implications. Je les avais vus aussi il y a un an. Le discours, dans l'ensemble, on est tous dans la même direction. Je pense qu'il faut qu'ils continuent à travailler, eux et les membres du CCPM, pour aller de l'avant dans ce dossier-là, pour avoir la collaboration de tout le monde. Merci, M. Harpin. M. Barry. Monsieur le maire, je ne veux pas être redondant concernant le grand succès sportif qu'on a connu cette semaine, mais je voudrais souligner la part d'un grand mascoutin que tout le monde connaît, puis qui était vraiment à la base de ce succès-là, c'est Simon Deshôtels. Simon Deshôtels qui a été, en 1997, le premier entraîneur-chef de cette équipe, qui par la suite, au bout de quelques années, est devenu le conseiller pédagogique de cette équipe pendant, ça fait déjà une douzaine d'années. Il a remporté d'ailleurs 2 prix du meilleur conseiller pédagogique de cette ligue-là à 2 reprises. Donc, de plus, il est à la base du sport-études à l'école Fadette, qui est la filière de notre équipe de hockey. Donc, c'est lui, il les prend, puis oui, Bantam, puis hop, il se rend jusque-là.
Donc, sans l'apport de ce grand personnage, je ne suis pas convaincu qu'on aurait eu autant de succès en bout de ligne. Et puis, ça me fait plaisir de le mentionner ce soir puis de lui dire merci pour son implication. Sincèrement, on peut être fiers de l'avoir dans notre équipe. Bien, merci Bernard de l'avoir mentionné. J'ai mentionné quelques noms tout à l'heure, mais en mentionnant, on en oublie toujours. Mais merci d'avoir mentionné Simon Deshôtels qui a fait un grand travail là-dedans. Puis je t'ai croisé à quelques reprises pendant le tournoi, puis merci d'avoir assisté à plusieurs matchs. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire. Je tiens à rassurer M. Bérubé que oui, le conseil est vraiment à l'écoute, puis on est en train de regarder pour évaluer la situation, puis de trouver une solution justement pour faire en sorte de mieux préserver ce qu'on a comme logement abordable, pas nécessairement juste au centre-ville, mais à la grandeur de notre territoire. Je voudrais revenir, M. le maire, sur le registre qu'on a eu la semaine passée pour le règlement d'emprunt pour la place des spectacles. Je tiens à remercier les 35 personnes qui sont venues signer le registre. Merci de votre implication citoyenne. Mais, M. le maire, ceci me démontre que la population est d'accord avec les décisions qu'on prend pour la promenade. Fait, l'orientation qu'on a prise, bien, moi, c'est ce que ça me démontre. Puis je suis encouragé à continuer à aller de l'avant parce que je sens la population derrière nous autres, derrière le conseil. Puis merci la population d'être là. Merci, M. Caron. Puis, M. Barré, je vous ai rencontré à l'Arena. J'ai fait une erreur en te tutoyant. Je devrais te vouvoyer, mais je vous ai rencontré à l'Arena à plusieurs reprises, puis je voulais le mentionner. J'ai fait une petite erreur, un petit lapsus. On serait rendu au point 3, en assemblée publique de consultation. Le point 3.1. La demande concernant ce projet particulier de PPC-Moi vise à permettre la délivrance d'un permis de construction de 3 résidences multifamiliales isolées de 8 logements chacune au 16 800, 16 840 avenue Fernand Ménard, c'est dans le district d'Douville, dans la zone d'utilisation résidentielle 9039H24, appartenant au groupe d'usage résidentiel 14, 7 à 8 logements isolés et devant être érigé sur un même terrain, le lot 6 476 498, alors que l'article 3.7.1.4 du règlement d'urbanisme numéro 350 interdit la construction de plusieurs bâtiments principaux érigés sur un même terrain lorsque l'usage des bâtiments appartiennent au groupe d'usage résidence. On n'a pas d'intervention dans la salle. Madame notre greffière adjointe, Madame Leroux, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, comme il s'agit d'un projet de résolution qui vise ce qu'on appelle un PPC-Moi, donc un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, la résolution est assujettie à l'approbation des personnes habiles à voter. Alors, on pourra voir à l'écran le plan qui illustre le secteur qui est concerné par cette demande d'approbation référendaire. Le projet, comme le maire l'indiquait, est situé sur la rue Fernand Ménard. Nous sommes dans le district d'Douville, plus particulièrement dans le secteur plus récent du quartier Domaine-sur-le-Vert. Donc, on voit la zone concernée en grisé au centre du croquis. Essentiellement, on est dans la partie la plus récente du Domaine-sur-le-Vert. Donc, l'ensemble du secteur concerné par la demande s'étend de la rue Saint-Pierre-Ouest jusqu'au Grand Rang Saint-François. Les demandes d'approbation seront reçues entre le 4 et le 12 mai prochain, suivant l'avis public qui paraîtra dans le journal Le Courrier, édition du 4 mai 2023. Alors, si aucune demande n'est reçue, le Conseil procédera à l'adoption finale de la résolution à la séance du 15 mai prochain. Alors, c'était notre première assemblée. Merci, Maître Leroux. Le point 3.2, 3.3 et 3.4, les 3 prochains projets, c'est des projets en lien avec l'usine d'Exceldor. Le 3.2, règlement numéro 350-134, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 en ce qui a trait à l'implantation d'un abattoir. Le règlement projeté vise à modifier le règlement d'urbanisme numéro 350 afin de créer une nouvelle zone d'utilisation agricole 3109A03 à même la zone 3106A03 en front de l'avenue Pinard pour le projet Exceldor et d'ajouter une nouvelle grille de spécification pour cette zone.
et d'autoriser à certaines conditions l'usage industrie de l'abattage et conditionnement de la viande rattachée au groupe d'usage industriel 1, industrie à incidence faible, dans la zone 3109A03. On n'a pas d'intervention dans la salle. Madame la greffière adjointe, Maître Leroux. Merci, Monsieur le maire. Alors, on poursuit. Donc, il y a 3 modifications qui sont en lien avec ce projet. La première est une modification du règlement d'urbanisme. Cette modification-là vise d'abord une disposition concernant les zones tampons qui s'applique sur l'ensemble de la ville, donc dans toutes les zones où il y a des usages industriels, de sorte qu'il n'y a aucun croquis visant cette première portion. Les 2 autres objets qui visent la création d'une nouvelle zone et l'autorisation de l'usage concernent évidemment un secteur plus particulier qu'on verra illustré sur le plan à l'écran. La zone apparaît en grisé, donc c'est à même ce secteur qu'on créera la nouvelle zone pour l'usage industrie de l'abattage et conditionnement de la viande. Alors, la zone concernée par la demande d'approbation référendaire, c'est-à-dire le secteur, donc zone concernée et zone contiguë, et s'étend de l'autoroute 20 qui est située au nord jusqu'au boulevard Laurier-Ouest au sud, donc est inclus là-dedans les grandes zones agricoles qu'on voit sur le plan. Et de l'est à l'ouest, là, on est entre l'axe de l'avenue Pinard et de l'avenue de l'Aéroport et du boulevard Casavant. L'avis public qui invitera les personnes intéressées à soumettre leur demande d'approbation référendaire paraîtra dans l'édition du journal Le Courrier du 4 mai 2023. La période sera la même que tout à l'heure pour le dépôt des demandes, soit du 4 mai au 12 mai 2023. C'est la première modification, M. le maire. Merci, Maître Leroux. Le 3.3, règlement numéro 400-6, modifiant le règlement numéro 400 relatif aux usages conditionnels en ce qui a trait à l'implantation d'un abattoir. Le règlement projeté aura notamment pour conséquence ce qui suit: permettre à certaines conditions l'usage industrie de l'abattage et conditionnement de la viande sur le lot 4 188 091 du cadastre du Québec, ayant front sur l'avenue Pinard pour le projet Excel d'Or, et intégrer des objectifs et des critères relatifs à l'implantation, à l'architecture du bâtiment et à l'aménagement du terrain, afin que l'industrie projetée se rattache au groupe d'usage Industrie 1, industrie à indice faible, pour limiter les nuisances sonores, olfactives, de vibrations et de poussière pour le voisinage. On n'a pas d'intervention dans la salle. Madame la greffière adjointe, Maître Leroux, à vous. Merci, M. le maire. Alors, donc, cette deuxième modification est conséquente avec celle dont on vient d'établir les détails. En fait, l'usage est autorisé à certaines conditions dans la zone, de sorte que le règlement 400-6 vise à établir les conditions d'établissement de l'usage par la modification du règlement sur les usages conditionnels. On est dans le même secteur visé, alors on peut réafficher le même plan, évidemment. Donc, c'est le même site qui est visé, zone concernée et zone contiguë. Encore une fois, il y aura un avis public spécifique à cette modification sur les usages conditionnels qui paraîtra le 4 mai prochain. Même délai pour soumettre, donc, cette fois-ci, les conditions d'établissement de l'usage. La période se terminera le 12 mai 2023. Merci. Le point 3.4, règlement numéro 349-13, modifiant le règlement numéro 349 relatif au plan d'urbanisme en ce qui a trait à l'implantation d'un abattoir. Le règlement projeté vise à modifier le règlement numéro 349 afin de permettre, dans l'aire d'affectation agricole, l'usage industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande sur une superficie de 10 hectares correspondant à une partie du lot 4 188 091 du cadastre du Québec, conformément à la décision numéro 42-72-47 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. On n'a pas d'intervention dans la salle. Madame la greffière adjointe, Maître Leroux, à vous la parole. Alors, cette fois-ci, dernière modification vise à autoriser l'usage à même le plan d'urbanisme. Donc, c'est le règlement sur le plan d'urbanisme qui est visé. La modification du plan d'urbanisme n'est pas susceptible d'approbation référendaire, de sorte qu'il y aura simplement adoption du règlement après la séance de ce soir. Merci, Maître Leroux. On en serait à notre ordre du jour. On serait au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Madame Pelletier. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point 7A
de la présente séance telle que suit. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 17 avril et extraordinaires du 25 avril 2023. M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du 17 avril et extraordinaires du 25 avril 2023 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est appuyé à l'unanimité. Le point 6, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, édition 2023, proclamation, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie 2023 se tiendra le 17 mai 2023, considérant que l'homophobie est une forme de discrimination au même titre que toute autre discrimination et qu'il est important de sensibiliser la population de tous les milieux pour lutter contre elle. En conséquence, je propose de proclamer le 17 mai 2023 comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que la ville de Saint-Hyacinthe arbore le drapeau arc-en-ciel du 15 au 19 mai 2023 devant l'Hôtel de Ville, de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 7, Semaine québécoise des familles, édition 2023, proclamation, Mme Bédard. Merci, M. le maire. Considérant que la famille est l'unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de ses membres, considérant que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l'affaire de tous, considérant que la MRC des Mascoutins s'est dotée d'une politique de la famille ainsi que d'une déclaration de la famille, considérant que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 15 au 21 mai 2023 sous le thème « Simplifier le parcours des familles », considérant que cette semaine est une opportunité pour jeter un regard nouveau sur les enjeux qui touchent les citoyens afin de créer des conditions pour que chacun puisse rendre son expérience familiale plus enrichissante. En conséquence, je propose ce qui suit, de proclamer la semaine du 15 au 21 2023 comme étant la Semaine québécoise des familles sous le thème « Simplifier le parcours des familles » sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. De reconnaître que les familles sont un vecteur important des relations entre les générations pour transmettre la culture et les valeurs sociales, d'inviter l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la famille à œuvrer ensemble pour simplifier le parcours des familles et à reconnaître l'apport important de celles-ci à l'organisation de nos milieux de vie, de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7A, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, avenant à la Convention de subvention de relance des centres-villes. Autorisation de signature, M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution 21-434 adoptée le 2 août 2021, par laquelle le conseil municipal autorisait la conclusion d'une convention de subvention intervenue entre la ville de Saint-Hyacinthe et le ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du projet pour soutenir la vitalité du centre-ville de Saint-Hyacinthe, considérant qu'il y a lieu de modifier cette convention afin de prolonger la période de réalisation des projets visés et de modifier les représentants désignés des parties. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'avenant à la Convention de subvention de relance des centres-villes à intervenir entre la ville de Saint-Hyacinthe et le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie tel que soumis. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir la directrice des services juridiques à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe cet avenant. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, politique de tenue vestimentaire des employés, abrogation de la résolution 18-611. M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant la résolution numéro 18-611 adoptée le 5 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé la politique tenue vestimentaire des employés, considérant le rapport préparé par la Direction des communications et de la participation citoyenne en date du 17 avril 2023, en conséquence, je propose d'abroger à toute fin de droit
la résolution numéro 18-611, adoptée le 5 novembre 2018, ainsi que la politique de tenue vestimentaire des employés découlant de cette dernière résolution. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron. C'est adopté à l'unanimité. Le point 9, Cégep de Saint-Hyacinthe, entente tarifaire pour la passe écolo 2023-2026. Autorisation de signature, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 21-548 adoptée le 20 septembre 2021, par laquelle le conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente concernant la passe écolo intervenue entre le Cégep de Saint-Hyacinthe, la Ville de Saint-Hyacinthe et l'Autorité régionale de transport métropolitain, considérant que cette entente signée le 14 octobre 2021 viendra à échéance le 31 mai 2023, considérant le rapport préparé par la Direction des communications et de la participation citoyenne en date du 17 avril 2023. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente tarifaire passe écolo 2023-2026 à intervenir entre le Cégep de Saint-Hyacinthe, la Ville de Saint-Hyacinthe relativement à l'accès à un service de transport en commun pour les étudiants du Cégep selon un tarif préférentiel pour la période s'échelonnant du 1er juin 2023 au 31 mai 2026, telle que soumise. D'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence ou incapacité d'agir, la directrice des services juridiques, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 10, approbation de la liste des comptes, M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 14 avril au 27 avril 2023 comme suit. 1. Fonds d'administration, 4 556 226,21 $. 2. Fonds des dépenses en immobilisation, 1 270 992,05 $, pour un grand total de 5 827 218,26 $. D'autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, Chagall Construction Incorporée, entente relative à la réalisation de travaux de modification à l'ouverture d'un terre-plein central sur le boulevard Laframboise, complexe Laframboise. Autorisation de signature, Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, ceux qui se posent la question, qu'est-ce que Chagall? C'est vraiment la construction qui est entre le McDonald's et... la place Consumage. Consumage, merci, M. le maire. Alors, considérant le rapport préparé par le service du génie en date du 17 avril 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. D'autoriser la conclusion de l'entente relative à la réalisation de travaux de modification à l'ouverture d'un terre-plein sur le boulevard Laframboise à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la Société Chagall Construction Incorporée concernant le complexe Laframboise situé au 3245 boulevard Laframboise, tel que soumise. De financer son projet par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt, numéro 684, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la directrice des services juridiques, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Alors, c'est une entente de 50 pour la Ville de Saint-Hyacinthe et 50 pour Chagall. Et il ne faut pas oublier que cette intersection-là, ce petit coin-là, ça appartient au ministère des Transports. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, réfection des rues Saint-Pierre-Ouest, des Marronniers et Villeneuve-Est dans le cadre de la réfection des pavages, trottoirs et bordures, RPTB, pour l'année 2023. L'octroi de contrat 2023-006-G-AOP, M. Barré. Monsieur le maire, concernant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour retenir les services d'un entrepreneur afin d'effectuer la réfection des rues Saint-Pierre-Ouest, des Marronniers et Villeneuve-Est dans le cadre de la réfection de pavage, trottoirs et bordures RPTB pour l'année 2023. Considérant que ce contrat concerne plus particulièrement les tronçons et les travaux suivants. La rue Saint-Pierre-Ouest entre les avenues Saint-Michel et Fontaine, soit la réparation ponctuelle des trottoirs ainsi que la réfection du pavage.
l'avenue des Marronniers entre l'avenue des Cerisiers et l'avenue Roy, soit la reconstruction des bordures et la réfection du pavage ainsi que la réfection du trottoir sur l'avenue Roy entre l'avenue Saint-Pierre-Ouest et l'avenue des Marronniers. L'avenue Villeneuve-Est entre les avenues Saint-Louis et Côté, soit le remplacement du trottoir des deux côtés par une bordure, la modification de la largeur de la chaussée et la réfection du pavage. Considérant que ces travaux seront réalisés pendant la période s'échelonnant du 15 mai au 20 octobre 2023, concernant la recommandation du service des finances datée du 25 avril 2023, en conséquence. Je propose d'octroyer le contrat relatif à la réfection des rues Saint-Pierre-Ouest, des Marronniers et Villeneuve-Est dans le cadre de la réfection des pavages, trottoirs et bordures RPTB pour l'année 2023 à la société Pavage Masca Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un coût total de 986 188,20 $, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. De financer ce projet par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 684. D'autoriser le directeur du service des finances ou à son absence ou incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, réaménagement de la salle de Digesta, mise aux normes de l'usine d'épuration, octroi de contrat 2023-043-B-AOP, M. Thériault. Monsieur le maire, alors considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour procéder au réaménagement de la salle de Digesta dans le cadre de la mise aux normes de l'usine d'épuration, considérant que les travaux prévus au contrat visent notamment le démantèlement, la démolition et la reconstruction de la salle, de la dalle structurale, et des murs, considérant la recommandation du service des finances datée du 20 avril 2023, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au réaménagement de la salle de Digesta dans le cadre de la mise aux normes de l'usine d'épuration à la société Hydromec HP Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire et forfaitaire, estimé à un coût de 1 468 874 et 61 sous. Taxes incluses, bien entendu, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. De financer ce projet à même la somme disponible, à même le règlement d'emprunt numéro 604, et finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté. C'est adopté à l'unanimité. Le point 14, transport et valorisation, recyclage du digesteur déshydraté provenant de l'usine de biométhanisation, octroi de contrat 2023-054-B-AOP, M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour les services de transport et de valorisation ainsi que de recyclage de digestat déshydraté provenant de l'usine de biométhanisation. Considérant que ce contrat prévoit 3 scénarios, à savoir la valorisation agricole, le compostage et la restauration de la couverture végétale. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prend fin le 31 octobre 2023 avec possibilité de 2 options de prolongation. Considérant la recommandation du service des finances datée du 25 avril 2023, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux services de transport et de valorisation ainsi que de recyclage du digestat déshydraté provenant de l'usine de biométhanisation à la société Englobe Environnement Incorporée, seul soumissionnaire conforme, soit pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 octobre 2023, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 725 204,81 taxes incluses, sans considérer les compensations pour la fluctuation reliée à l'ajustement de prix du carburant, le tout conformément aux termes et conditions
de sa soumission et du devis. La Ville de Saint-Hyacinthe se réserve le droit de se prévaloir de 2 options de prolongation prévues au contrat, s'échelonnant respectivement du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 et du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024. Pardon. La valeur du présent contrat est établie à un montant estimé de 701 002,58 $, taxes incluses, pour l'option de prolongation numéro 1 et un montant estimé à 655 127,55 $, taxes incluses, pour l'option de prolongation numéro 2, sans considérer la compensation pour la fluctuation reliée à l'ajustement du prix du carburant, le tout conformément au prix unitaire détaillé au bordereau de soumission. D'autoriser le directeur de services des finances ou en son absence ou incapacité d'agir la trésorière adjointe et la chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, expression Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe incorporé, entente visant une aide financière additionnelle pour la gestion de la collection du monastère des Sœurs adoratrices du Précieux Sang. Autorisation de signature, M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 19 avril 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. Premièrement, d'autoriser la conclusion de l'entente visant une aide financière additionnelle pour la gestion de la collection du monastère des Sœurs adoratrices du Précieux Sang à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et Expression, centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, pour la période débutant à compter de la date de sa signature et prenant fin le 31 décembre 2025, telle que soumise. Et deuxièmement, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la directrice des services juridiques, à signer cette entente pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe, entente spécifique visant l'aide financière à l'acquisition d'une collection entomologique. Autorisation de signature, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, une collection entomologique, c'est une collection d'insectes. C'est une collection d'insectes qui a été, à travers les années, fut la propriété de M. Jacques Bilodeau. Vous le connaissez sûrement par le petit écran. Il a été animateur. Alors, il faut croire que M. Bilodeau est un homme de plus d'une passion. Alors, il n'était pas question de laisser passer cette occasion que cette collection quitte le sol mascoutin. Et j'aimerais bien remercier pour son flair notre députée Chantal Soucy, les Caisses des Jardins, la Ville de Saint-Hyacinthe, le Jardin Daniel Séguin et l'ITAQ qui nous permettent de conserver cette belle collection. Alors, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 18 avril 2023, en conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique visant l'aide financière à l'acquisition d'une collection entomologique à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe, telle que soumise. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la directrice des services juridiques, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Monsieur le maire, on parle toujours de l'agriculture. Saint-Hyacinthe, qui est le centre, en fait, de l'agriculture au Québec, on parle des terres, on parle de tout ce qui y pousse, mais entre les deux, on a besoin de pollinisateurs. Donc, les insectes font partie de tout le cycle qui est nécessaire à produire nos légumes, nos fruits et nos plantes. Alors, ça va faire une partie intégrante, justement, de l'explication qu'on va pouvoir donner à tous de comment est produite la nourriture dans notre belle région. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, événement lumineux d'automne, déploiement de l'œuvre Lucia, édition 2023, contrat de service professionnel, M. Caron.
Oui, Monsieur le maire. Saint-Hyacinthe sera la première ville à recevoir l'œuvre Lucia après Montréal. Elle sera interactive et participative. Considérant que le service des loisirs de la ville de Saint-Hyacinthe souhaite retenir les services professionnels d'une firme pour la production artistique et multimédia dans le cadre de l'événement lumineux d'automne qui se tiendra du 2 au 30 octobre 2023 au parc Casimir-Dessol. Considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 18 avril 2023, en conséquence, je propose de mandater la société Studio Mirari, Studio Hub MTL Incorporé, pour le déploiement de l'œuvre d'art interactive Lucia, ainsi que la production artistique dans le cadre de l'événement lumineux d'automne, édition 2023. Contrat à prix forfaitaire estimé à un coût total de 101 981,39 sous, taxes incluses. Le tout conformément à l'offre de service datée du 15 avril 2023. D'autoriser la directrice du service des loisirs à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, ressources humaines, chef de la division mobilité active et durable du service du génie promotion, M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose de promouvoir M. Marc-Olivier Blot au poste de chef de la mobilité active et durable du département du génie, échelon minimal du grade 4 de la politique de rémunération des cadres. Le tout conformément aux conditions suivantes. 1. Fixer la date d'entrée en fonction de M. Blot au 2 mai 2023. 2. De permettre à M. Blot de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Et troisièmement, de reconnaître pour fin de vacances le nombre d'années de services accumulés par M. Blot en tant qu'employé syndiqué au sein de l'organisation, et ce, en considérant la date du 26 juin 2018 comme étant la date de référence pour ce calcul. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Harpin. J'aurais une question, M. le maire, oui. Concernant ce point-là. Une question à notre directrice générale. Quand on a accepté le budget à l'automne dernier, on avait 20 nouveaux postes au total en 2023 à la Ville de Saint-Hyacinthe, ce qui est beaucoup, 14 permanents, 6 temporaires. Moi, M. Blot, c'est un très, très bon employé, puis si la question ne le concerne pas, je suis très content de sa nomination. Mais ma question dit, est-ce que c'est le 21e nouveau poste pour 2023? Ce poste-là qui a été créé suite à nos discussions stratégiques dans les dernières semaines concernant la restructuration de certains départements. Donc, ma question n'est pas une question de développement, elle demande une réponse courte. Est-ce que c'est le 21e? Je vais vous répondre tout de suite non, mais Mme Frigon peut répondre aussi. Non, en fait, c'est pas un 21e poste, puisqu'on a aboli un poste cadre, un poste cadre qui était chef d'un département. Donc, ce département-là a été aboli. On a aboli... Votre micro, Mme Frigon. Mme Frigon, votre micro. Excusez-moi. Donc, je reprends. Non, ce n'est pas un 21e poste, puisqu'il y a 2 semaines, vous avez accepté la restructuration du service du génie en abolissant une division ou un département qui était sous le couvert là, des travaux publics, qui était dirigé par un gestionnaire. On a aboli le poste du gestionnaire et on a mis fin à l'emploi administratif du gestionnaire. Donc, on est -1. En créant cette nouvelle division-là, on a créé un nouveau poste et ce nouveau poste vient remplacer le poste de gestionnaire qui était déjà existant, donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Merci beaucoup, Mme Frigon. On serait rendu maintenant au point 19. C'est le point ressources humaines, opérateur de jour à l'usine de filtration à la division traitement de l'eau potable du service du génie. Nomination, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 23-103, adoptée à la séance du 20 février 2023, par laquelle le conseil municipal a autorisé la signature de la lettre d'entente numéro
2023-01 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, portant notamment sur la création d'un poste d'opérateur de jour à l'usine de filtration à la division traitement de l'eau potable du service du génie, ainsi qu'aux conditions de travail relatives à ce poste. En conséquence, je propose de nommer M. Alexandre Fugère au poste d'opérateur de jour à l'usine de filtration de la division traitement de l'eau potable du service de génie, échelon 25 mois et plus, et ce à compter du 12 juin 2023, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, ainsi que la lettre d'entente numéro 2023-01. Moi, M. le maire, je rajouterais un point que je réalise. Ça fait 1 an et demi là, je suis conseiller. Et à tout propos, je vois des lettres d'entente avec le syndicat. Et ce que je trouve le fun, c'est qu'on n'a jamais de débat. OK? On n'est jamais pris avec une roche dans le soulier avec le syndicat. Je félicite la collaboration du syndicat avec la direction générale. Ça devient comme de la routine, on le dit souvent. Pour moi, c'est comme routinier, ces choses-là, mais je réalise qu'on a un très bon climat de travail. Je tenais à le souligner. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, ressources humaines, technicien en évaluation à la division perception, taxation et évaluation du service des finances, promotion, Mme Bédard. Oui, merci, M. le maire. Je propose ce qui suit, de promouvoir M. Élie Hébert au poste de technicien en évaluation à la division perception, taxation et évaluation du service des finances, grade 7, échelon 3 et plus, 32h30 par semaine, et ce, à compter du 12 juin 2023, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, ressources humaines préposées à la réception des matières organiques de jour à la division gestion et valorisation des matières organiques du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation. Nomination, M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Alors, je propose de nommer M. Alexandre Frappier au poste de préposé à la réception des matières organiques de jour à la division gestion et valorisation des matières organiques du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, l'échelon 25 mois et plus, et ce, à compter du 8 mai 2023, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, fourniture, livraison et installation d'un mur vidéo pour la nouvelle bibliothèque, octroi de contrat 2023-033-TI-AOI, M. Caron. Oui, M. le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture, la livraison et l'installation de moniteurs et d'équipements requis pour former un mur vidéo pour la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain, considérant que les biens doivent être livrés, installés et mis en service au plus tard le 21 juillet 2023. Considérant la recommandation du service des finances datée du 27 avril 2023, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture, à la livraison et à l'installation d'un mur vidéo pour la nouvelle bibliothèque à la société 9097-10-86 Québec Inc., CES Distribution, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix forfaitaire estimé à un coût total de 57 235,18 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. De financer ce projet par les sommes disponibles, à même le règlement d'emprunt numéro 605. D'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, fourniture et livraison de matériel d'aqueduc et d'égout, pièces de regard et puiseurs, l'octroi de contrat 2023-008-TP-AOP, Mme Bédard. Oui, merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public
pour procéder à la fourniture et à la livraison de matériel d'aqueduc et d'égouts, ainsi que des pièces de regard et de puisard. Considérant que ce contrat a été divisé en 3 bordereaux de soumission, lesquels sont définis comme suit. Lot numéro 1, fourniture et livraison de pièces de puisard et regard en fonte 29 pouces et demi et 30 pouces et demi. Lot numéro 2, fourniture et livraison de pièces pour les réparations de puisard et regard. Lot numéro 3, fourniture et livraison de matériel tenu en inventaire pour le magasin principal. Considérant que chaque bordereau de soumission est traité de façon individuelle et fait l'objet d'un contrat distinct. Considérant que le contrat correspondant à chacun des bordereaux débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 mars 2024, considérant la recommandation du service des finances datée du 24 avril 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de matériel d'aqueduc et d'égouts ainsi que des pièces de regard et de puisard, soit pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 mars 2024, lequel se décline en 2 lots comme suit. 1. À la société 637-10-19 Canada Inc., Ironcat City, pour le lot numéro 1, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 48 576,94 $, taxes incluses. Numéro 2, à la société Construction Nivex Incorporée, pour le lot numéro 2, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 7 944,86 $, taxes incluses. Les contrats sont octroyés au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des bordereaux de l'appel d'offres 2023-008-TP-AOP, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. De n'octroyer aucun contrat relativement au lot numéro 3, considérant qu'aucune soumission conforme n'a été reçue par la Ville de Saint-Hyacinthe dans le cadre de cet appel d'offres. D'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, location de pelle hydraulique avec opérateur, octroi de contrat 2023-044-TP-AOP. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Alors, vous comprendrez que ce genre de contrat s'applique pour des situations exceptionnelles. On s'entend que la Ville n'a pas à investir des sommes faramineuses pour certains de ces gros outils qui sont nécessaires en période d'achalandage pour les travaux publics principalement. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la location de pelle hydraulique avec opérateur, considérant que ce contrat comprend notamment la fourniture de la machinerie et de la main-d'œuvre à taux horaire, ainsi que l'outillage et les équipements requis, considérant que ce contrat a été divisé en 3 lots faisant l'objet d'un bordereau de soumission distinct, lesquels sont définis comme suit. Premièrement, le lot 1, une pelle hydraulique de 4 tonnes pour effectuer les travaux déjà planifiés durant les heures normales d'affaires. Le lot 2, une pelle hydraulique de 20 tonnes et une pelle hydraulique de 35 tonnes pour effectuer des travaux planifiés durant les heures normales d'affaires. En lot 3, une pelle hydraulique de 20 tonnes et une pelle hydraulique de 35 tonnes pour effectuer des travaux non planifiés en situation d'urgence. Considérant que ce contrat est d'une durée ferme débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 mars 2025, avec possibilité de prolongation pour une année optionnelle 2025 et 2026. Considérant la recommandation de service des finances datée du 26 avril 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. D'abord, d'octroyer le contrat relatif à la location de pelle hydraulique avec opérateur pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 mars 2025, lequel se décline en 3 lots comme suit. Premièrement, à la Société Excavation Patrick Chaillon Incorporée pour le lot 1 prévu au bordereau de soumission, contrat à prix unitaire, estimé à un coût total de 124 472,50 $, taxes incluses. En 2, à la Société Bertrand Mathieu Limité pour le lot numéro 2 prévu au bordereau de soumission, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 41 766,04 $, taxes incluses, ainsi que le lot 3 à la Société Gestion d'Exen Incorporée
pour le lot 3 prévu au bordereau de soumission. Contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 49 669,20 $, taxes incluses. Les contrats sont octroyés au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots de l'appel d'offres 2023-044 TP AOP, le tout conformément aux termes et conditions de leur soumission et du devis. La Ville de Saint-Hyacinthe se réserve le droit de se prévaloir de l'année d'option prévue à ce contrat, s'échelonnant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le tout conformément au prix unitaire détaillé au bordereau de soumission. D'autorité le directeur de service des finances, ou en son absence ou incapacité d'agir, le trésorière adjoint et chef de la division comptabilité, a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document pour donner application à la présente résolution. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, acquisition de 2 voitures électriques Chevrolet Bolt neuves, octroi de contrat 2023-071-TP-GG, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, en concordance avec votre discours d'entrée, voici une belle façon de contribuer à notre carboneutralité par l'achat de ces véhicules électriques. Saint-Hyacinthe prend ça à cœur. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a sollicité un fournisseur pour procéder à l'acquisition de 2 voitures électriques de marque Chevrolet Bolt neuves, considérant que l'article 11.2 du règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle prévoit qu'il est possible pour la Ville de conclure un contrat de gré à gré visant à l'acquisition d'équipements si le choix du fournisseur est justifié par un besoin de standardisation. Alors, considérant la recommandation du service des finances datée du 27 avril 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat de gré à gré relatif à l'acquisition de 2 voitures électriques de marque Chevrolet, modèle Bolt, neuve, de l'année 2023 à la société Lucier Chevrolet Buick GMC Limité, contrat à prix forfaitaire pour un coût total estimé à 69 935,73 $, taxes incluses, le tout conformément à l'offre de service datée du 27 avril 2023. Ensuite, de décréter que, dans l'éventualité où les véhicules fournis par l'adjudicaire dans le cadre de ce contrat s'avèrent être une année subséquente à 2023 et que le constructeur automobile Chevrolet impose une augmentation de ses prix pour ces modèles, cette dernière s'engage à payer le montant additionnel applicable. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, la chef de la division approvisionnement, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à cette présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation, Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Considérant les demandes de rénovation, d'agrandissement et d'affichage reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 18 avril 2023 à l'égard des projets ci-après énumérés, en conséquence, je propose ce qui suit, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants, tels que soumis au Comité consultatif d'urbanisme du 18 avril 2023. 1. Des travaux de rénovation et d'agrandissement du bâtiment principal ici au 2930 Saint-Pierre-Ouest, selon les options numéro 3, tant pour la façade avant que pour la façade arrière, lesquelles proposent A. Pour la façade avant, l'installation des fenêtres blanches avec persiennes noires, munies d'allèges et de linteaux. B. Pour la façade arrière, l'installation de fenêtres blanches, sans persiennes avec allèges et linteaux, et 2 agrandissements en fibre de bois de couleur pierre de rivière. Le tout conformément au plan préparé par Mme Annie Ruel et reçu en date du 12 avril 2023. 2. Le projet d'affichage pour le commerce clinique Le Coureur Mascoutin, si au 1900-1910 des cascades visant à installer un logo en vinyle blanc sur le vent existant en façade avant du bâtiment principal. 3.
Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 520-560 avenue Saint-Joseph, visant à remplacer les sections abîmées et de revêtement sur la façade avec un clin de vinyle Bourgogne similaire à celui existant, à la réfection des joints de mortier de revêtement de maçonnerie sur la façade arrière, ainsi qu'à diminuer la fresque existante avec la partie blanche. 4. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 14 205, 14 215 avenue Guy, visant à remplacer les 8 fenêtres à guillotine existantes, se trouvant sur les façades par des fenêtres à guillotine en PVC de couleur blanche, les 4 fenêtres doubles à guillotine existantes par des fenêtres doubles à guillotine en PVC de couleur blanche et les 4 fenêtres coulissantes existantes par des fenêtres coulissantes en PVC de couleur blanche. 5. Les travaux de rénovation au bâtiment principal au 2250 rue Saint-Pierre-Ouest, visant à remplacer 2 portes par une porte en acier noir sur la façade avant, comprenant une section vitrée, carrelée et un dortoir, et les 8 fenêtres au niveau du rez-de-chaussée par des fenêtres abattants hybrides en aluminium PVC de couleur ivoire, ainsi qu'à remplacer sur la façade arrière les portes-jardins, actuellement par des portes-jardins vitrées en acier de couleur ivoire. Les travaux de rénovation, 6. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 2130 rue Victor-Martin, visant à réparer les fissures présentes sur le revêtement extérieur, suivant les travaux de pieutage des fondations du garage en utilisant des matériaux similaires à ceux existants, de prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets sont sujets aux conditions établies par le comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 27, adoption du second projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour les propriétés sises au 16 800, 16 840 avenue Fernand Ménard, le lot 6 476 498. Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant le premier projet de résolution soumis à la séance du 17 avril 2023, je vous invite tous les considérants. Je propose d'adopter le second projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC- visant la délivrance d'un permis de construction de 3 résidences multifamiliales isolées de 8 logements chacune, sises au 16 800, 16 840 avenue Fernand Ménard, lot 6 476 498, dans la zone d'utilisation résidentielle 9039-H-24 sur le même terrain, le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 30 mars 2023. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, zonage agricole, le lot 6 071 370 et 2 255 559 au 81-85 Grand Rang et 81-45 Grand Rang. Demande d'alinéation à la CPTAQ, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que M. Dominique Pion, au nom de la Société des serres Rosaire Pion et Fils Incorporés, a présenté une demande d'autorisation le 21 décembre 2022 auprès de la Commission de protection des territoires agricoles du Québec, visant l'aliénation d'une partie du lot 6 71 370 du cadastre du Québec, appartenant à la Société des serres Rosaire Pion et Fils Incorporés, en contrepartie d'une partie du lot 2 255 559 appartenant à M. Hugo Dion. Considérant que les lots appartenant à la Société des serres Rosaire Pion et Fils Incorporés sont principalement situés au 8227 et 8185 Grand Rang. Et je vais renommer les lots 2 255 562, 2 257 176, 2 257 178, 2 257 181 et 6 071 370 du cadastre du Québec.
Considérant que le lot 2 255 559 du cadastre du Québec appartenant à M. Hugo Pion est situé au 8145 Grand Rang. Considérant que cette demande d'autorisation vise la cession d'une partie du lot 6 71 370 ici au 8185 Grand Rang, ayant une superficie totale de 158 mètres carrés appartenant à la Société des Serres Rosières Pion et Fils Incorporée à M. Hugo Pion, permettant ici à ce dernier de régulariser la marge arrière du bâtiment accessoire situé sur sa propriété à vocation résidentielle. Considérant qu'en contrepartie de cette aliénation, M. Pion accepte de céder à la Société des Serres Rosières Pion et Fils Incorporée une partie du lot 2 255 559 ayant une superficie de 269,4 mètres carrés, située à la limite ouest de sa propriété, laquelle constitue un chemin de gravier donnant accès aux Serres Rosières Pion. Considérant que les deux parties de l'eau visée par l'aliénation ne supportent aucune activité agricole. Considérant que le potentiel agricole des lots étant visé par cette aliénation et des lots avoisinants n'est pas impacté par la présente demande. Considérant que le projet est conforme au schéma d'aménagement révisé, au plan d'urbanisme et au règlement d'urbanisme numéro 350 quant à l'usage et au lotissement. Donc, je propose ce qui suit. D'appuyer la demande d'autorisation déposée par le requérant auprès de la Commission de protection du territoire agricole visant l'aliénation d'une partie du lot 6 71 370 ici au 8185 Grand Rang, ayant une superficie de 158 mètres carrés, propriété de la Société des Serres Rosières Pion et Fils Incorporée, en faveur de M. Hugo Pion, ainsi que la cession d'une partie du lot 2 255 559 ici au 8145 Grand Rang, ayant une superficie de 229,4 mètres carrés, appartenant à M. Hugo Pion, à la Société des Serres Rosières Pion et Fils Incorporée, permettant ainsi de régulariser l'utilisation actuelle de ce terrain, le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 21 décembre 2022. D'autoriser Mme Michèle Bérubé, inspectrice municipale, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, zonage agricole, le lot 6 476 536, avenue des Golfeurs, demande d'alinéation à la CPTAQ. M. Huard. Merci, M. le maire. Considérant que Maître François Monfils, au nom de M. Roger Loctande pour la Société immobilière Masca Incorporée, a présenté une demande d'autorisation le 30 mars 2023 auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec visant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 6 476 536 du cadastre du Québec ayant front sur l'avenue des Golfeurs et une superficie de 0,5 hectares. Considérant que cette demande vise une utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour l'aménagement d'un bassin de rétention et de récupération des eaux pluviales, pour le domaine sur le Vert, projet immobilier en développement à Saint-Hyacinthe. Considérant le très faible potentiel agricole de l'emplacement visé, ainsi que ses très faibles possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture, considérant que l'emplacement visé est isolé en raison de la présence d'un cours d'eau sur 3 de ses côtés, considérant que le projet n'aura pas pour effet d'altérer l'homogénéité de la communauté agricole du secteur, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe est d'avis que cette autorisation n'aura aucun impact défavorable sur l'agriculture, considérant qu'une superficie de 0,1 hectare bénéficie déjà d'une autorisation à la CPTAQ pour l'installation d'une conduite d'aqueduc, l'aménagement d'une voie d'accès aux véhicules d'urgence et au bassin de rétention, ainsi que l'aménagement d'une rue collectrice. Considérant que des espaces sont disponibles dans les périmètres d'urbanisation, mais que la construction de ce bassin à l'intérieur de la zone blanche limiterait l'agrandissement du projet Le Domaine sur le Vert et favoriserait l'effort de densification d'usagers résidentiels dans cette zone.
Considérant que le bassin de rétention et de récupération des eaux pluviales serait souterrain et que la superficie au-dessus de ce dernier serait aménagée par la Ville de Saint-Hyacinthe à des fins de jardins communautaires. Considérant que la construction de ce bassin sur l'emplacement visé permet de densifier au maximum le projet de développement Le Domaine sur le Vert, considérant que les impacts sur la ressource du sol sont quasi nuls et qu'il n'y aura pas d'impact sur la ressource de l'eau. Considérant que le projet est conforme au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Mascoutins, au règlement numéro 349 relatif au plan d'urbanisme et au règlement d'urbanisme numéro 350 de la Ville de Saint-Hyacinthe. En conséquence, je propose d'appuyer la demande d'autorisation déposée par le requérant auprès de la Commission de protection du territoire agricole visant l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'une partie du lot 6 476 536 du cadastre du Québec ayant front sur l'avenue des Golfeurs et une superficie de 0,5 hectares afin d'y aménager un bassin de rétention et de récupération des eaux pluviales souterrains pour le domaine sur le Vert. D'autoriser Mme Marie-Josée Lemire, chef de la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30A, c'est un avis de motion du règlement numéro 693 modifiant le règlement numéro 262 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. M. Barré. Monsieur le maire, j'ai un avis de motion du règlement numéro 693 modifiant le règlement numéro 262 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Merci, M. Barré. Le point 30B, dépôt et adoption du règlement numéro 693 modifiant le règlement 262 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. M. Barré. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 693 modifiant le règlement numéro 262 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire telles que présentées. Merci, M. Barré. C'est adopté par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31A, c'est un avis de motion du règlement numéro 694 abrogeant le règlement numéro 87 et 513 et modifiant le règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Monsieur Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Alors, je donne avis de motion du règlement numéro 694 abrogeant les règlements numéro 87 et 513 et modifiant le règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser de pouvoir autoriser les dépenses de passer des contrats. Merci, M. Côté. Le 31B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 694, abrogeant le règlement numéro 87 et 513 et modifiant le règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats. M. Côté. Alors, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 694, abrogeant les règlements numéro 87 et 513 et modifiant le règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats tels que présentés. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Pelletier. C'est adopté à l'unanimité. Le point 32A, c'est un avis de motion du règlement numéro 695, modifiant le règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Je donne un avis de motion du règlement numéro 695, modifiant le règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle. Merci, M. Caron. Le point 32B, c'est le dépôt et l'adoption du règlement numéro 695, modifiant le règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Bousquet. C'est adopté à l'unanimité. Le point 33, c'est un avis de motion
du règlement numéro 696, modifiant le règlement numéro modifiant le règlement numéro 657 concernant le comité consultatif en développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe. Monsieur Bousquet. Monsieur le maire, merci, Monsieur le maire. Je donne avis de motion de la présentation ce soir du règlement numéro 696, modifiant le règlement numéro 657 concernant le comité consultatif en développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. Le point 33B, c'est un dépôt et adoption du projet de règlement numéro 696, modifiant le règlement numéro 657 concernant le comité consultatif en développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe. M. Bousquet. Donc, Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 696 dont je viens de donner avis de motion. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 34, adoption du second projet de règlement numéro 350-134, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 en ce qui a trait à l'implantation d'un abattoir. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 350-134, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350, afin de créer une nouvelle zone d'utilisation agricole 3109-A-03 à la même zone 3106-A-03 en front de l'avenue Pinard pour le projet Excédent et d'ajouter une nouvelle grille de spécification pour cette zone. D'autoriser à certaines conditions l'usage industrie de l'abattage et conditionnement de la viande rattaché à un groupe d'usage industrie à incident faible dans la nouvelle zone 3109-A-03. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Bousquet. C'est adopté à l'unanimité. Le point 35, adoption du second projet de règlement numéro 400-6, modifiant le règlement numéro 400 relatif aux usages conditionnels en ce qui a trait à l'implantation d'un abattoir. Madame Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je propose ce qui suit d'adopter le second projet de règlement numéro 400-6, modifiant le règlement 400, afin de permettre l'usage industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande sur une superficie de 10 hectares correspondant à une partie du lot 4 188 091 du cadastre du Québec, futur lot 6 572 831, conformément à la décision numéro 42-72-47 de la Commission des protections du territoire agricole du Québec. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36, adoption du règlement numéro 349-13, modifiant le règlement numéro 349 relatif au plan d'urbanisme en ce qui a trait à l'implantation d'un abattoir. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 349-13, modifiant le règlement numéro 349 afin de permettre dans l'aire d'affectation agricole l'usage industrie de l'abattage du conditionnement de la viande sur une superficie de 10 hectares correspondant à une partie du lot 4 188 091 du cadastre du Québec, qui est le futur lot 6 572 831, conformément à la décision numéro 425 247 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Côté. C'est adopté à l'unanimité. Le point 37, les documents déposés. Madame la greffière adjointe, Maître Leroux, à vous la parole. Alors, j'invite les membres du Conseil à prendre acte du dépôt des documents suivants. Alors, d'abord, il y a 3 certificats de la greffière relatifs au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums. Donc, ce sont les certificats relativement au règlement 690 pour les travaux de prolongement de l'égout sanitaire sur le boulevard Laurier-Ouest, pour lequel il n'y a eu aucune signature. Le certificat du règlement numéro 691 pour les travaux d'agrandissement du centre communautaire Assomption, pour lequel il n'y a eu aucune signature. Et finalement, le certificat du règlement numéro 692 autorisant les travaux d'aménagement de la place des spectacles, pour lesquels il y a eu 35 signatures. Alors, tous ces règlements sont maintenant en approbation auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Dernier document, la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe, sur lesquels apparaît 7 manœuvres pour le service des travaux publics. Voilà. Merci, Mme la greffière adjointe. On en est au point 38. C'est la levée de la séance proposée par Mme Pelletier, appuyée par M. Coulombe, de déclarer la levée de la séance à 20h24. Et c'est adopté à l'unanimité.
La prochaine séance publique du Conseil municipal sera le lundi 15 mai prochain dès 18h30. Merci pour votre écoute à vous tous et bonne fin de soirée. Au revoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.